Une combinaison répétée à l'entraînement et un but qui soulage. Et car depuis le début de la saison, les Corsaires ont du mal à trouver le bon tempo. Il faut dire que certains d'entre eux disputaient leur première rencontre dans la patinoire du Petit Port ce week-end. Il faut que la mayonnaise prenne, c'est une équipe très jeune. On est la deuxième équipe la plus jeune du championnat. Donc Daniel a déjà prévenu qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Mais il est confiant et moi aussi. Le nouveau coach, c'était un point essentiel pour nous. On voulait quelqu'un d'expérimenté qui sache gérer un groupe d'hommes. L'entraîneur slovaque au CV impressionnant débarque dans la Cité des Ducs avec ses méthodes. Priorité au travail défensif et utilisation de la vidéo. Il ne cache pas non plus ses ambitions. C'est toujours play-off. Et puis après, tout est possible en play-off. Donc j'espère qu'on va travailler fort et au play-off, on va être plus fort que maintenant. L'attente est également énorme dans les tribunes. Les supporters des Corsaires en sont persuadés et cette saison sera la bonne. On est de plus en plus, on est à guichet fermé la plupart du temps. Et beaucoup de nouveaux cette année. On en a rencontré des nouveaux, là, beaucoup au guichet. Toujours une demande. Maintenant, un petit message, il nous faut une patinoire parce qu'on n'a pas assez de place. Ils seront d'ailleurs plusieurs dizaines à faire le déplacement à Tours le week-end prochain. Moi là-bas je suis chef de cuisine donc ça va me faire tout drôle. Moi je fais un peu de salle mais bon, c'est histoire de s'amuser et puis de détendre un peu l'atmosphère quoi. On fait un peu de muscu, un peu d'équilibre avec le plateau aussi. Ça va, c'est pas trop lourd? Non, c'est pas trop lourd, non. Merci. C'est vraiment cool, une petite course comme ça. Le dimanche, si on sait pas quoi faire, je recommande ça à tout le monde. Les prix ont pas l'air dégueu en plus. Ouais, non, pas mal, pas mal. La tension monte autour de ce pavillon. 2 hommes recherchés par la gendarmerie y sont retranchés. La situation risque de dégénérer. C'est là qu'interviennent les négociateurs. Leur rôle, obtenir la reddition des forcenés. Aujourd'hui, c'est une mise en scène, un entraînement régulier et indispensable. 2 fois par an, je les rassemble ici à l'état-major de la région de gendarmerie pour faire le point un petit peu avec eux sur leur activité, discuter des retours d'expérience pour toujours chercher à améliorer les techniques de négociation qui constituent un moyen intermédiaire avant l'emploi de la force. Ce genre de situation, on peut y être confronté. On y a déjà été confronté avec une résolution sans usage de la force à la fin, qui est le but d'ailleurs à obtenir sur toute négociation. Les négociateurs réussissent à établir le contact. Ils font entendre raison aux 2 hommes qui finissent par se rendre. Le travail entre gendarmes et négociateurs est la colonne vertébrale de cette opération. L'exercice du jour permet de faire répéter les gammes de chacun, mais surtout de véritablement, ce qui est important, c'est le travail, la corrélation qui va exister entre le travail fait par les gendarmes et les négociateurs qui ont été appelés en renfort sur ce genre de situation. Après l'exercice vient le temps du débriefing. Depuis le début de l'année 2017, les 11 négociateurs des Pays de la Loire ont été appelés 20 fois sur le terrain. Enfant, c'est moi. L'heure est au tri pour les bénévoles du collectif Irma Nantes. Depuis 2 semaines, les dons en tout genre affluent dans ce local de Bougnay prêté par la mairie de Nantes. Pour les vêtements, nous en avons suffisamment. Mais par contre, les produits de première nécessité, comme les produits d'hygiène, les produits de désinfection de l'eau, les médicaments, les vêtements d'hiver qui sont très chauds vont rester ici parce que certaines personnes vont recevoir la famille qui ont tout perdu pendant cette catastrophe. Et l'hiver arrivant, il faudra les habiller chaudement. Et les bénévoles en sont bien conscients. L'élan de solidarité doit s'inscrire dans le long terme, d'autant que Saint-Martin n'est pas la seule île à avoir été ravagée par les ouragans.
On a mis en place aussi des dons financiers pour aider à la reconstruction sur des zones qui sont vraiment sinistrées et qui sont toujours en attente de reconstruction ou d'aide, parce que les aides ne vont pas partout encore sur les îles. Donc il y a des coins encore qui sont critiques. Donc nous, on a mis en place une collecte de dons financiers pour pouvoir subvenir à leurs besoins sur place. Et des cartons ont été envoyés à Saint-Martin ce mardi matin. Et le collectif cherche encore des bénévoles pour assurer les permanences. C'était un déménagement très attendu. L'école des Beaux-Arts de Nantes a enfin pris ses quartiers dans les anciennes halles Alstom, totalement réhabilitées. Un vrai changement. Ça change tout, déjà pour nous en termes d'environnement. On était auparavant dans le centre-ville de Nantes, donc au cœur de la ville, au milieu des commerces, on va dire. Ici, on est dans un environnement très différent, sur les bords de Loire, avec à proximité l'école d'architecture, Média Campus, récemment inauguré. Donc, ce qui change, c'est vraiment cet environnement universitaire. Ateliers de création, amphithéâtre, galerie d'art. Ce nouvel espace de près de 5000 m² offre des infrastructures beaucoup plus modernes et plus adaptées aux différents projets de l'école. La nouveauté aussi en arrivant dans ce quartier, c'est l'accueil d'une centaine d'étudiants internationaux. Et ça, c'est un programme qui a été mis en place il y a 2 ans, donc qui est assez récent. Mais cette école nous permet aussi d'accueillir davantage d'étudiants. Ce lundi, ce sont justement les étudiants étrangers qui ont fait leur rentrée. Et pour le moment, les retours sont très positifs. Je trouve qu'il y a une ambiance particulière dans ce bâtiment. Son architecture est spéciale, avec un aspect très industriel. J'aime beaucoup. Je pense que c'est un bâtiment très contemporain, surtout au niveau de l'architecture. Il y a vraiment une très belle lumière et pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes quand on travaille dans l'art. L'école des Beaux-Arts est donc la première à s'installer dans les anciennes halles Alstom. Il faudra encore attendre un peu avant de voir arriver la cantine numérique, le pôle universitaire ainsi que le grand restaurant. Le pupitre de commande est identique à celui d'un vrai navire. Nous sommes dans le simulateur passerelle de l'École nationale supérieure maritime de Nantes. On y apprend à manœuvrer et à naviguer. Pourtant, les étudiants que vous voyez ne se destinent pas à devenir officiers de la marine marchande, mais ingénieurs dans les énergies marines renouvelables. Les énergies marines renouvelables, c'est un secteur qui m'intéressait énormément et je pense que j'ai voulu prendre part dès le début, être un peu pionnier dans les défis énergétiques qu'il va falloir relever dans les années à venir. J'étais parti sur des pétroliers, donc j'ai fait des embarquements de 3-4 mois à chaque fois. Et c'est vrai qu'au cours de cette navigation, j'ai pu découvrir que le monde maritime était extrêmement pollué et j'avais envie de prendre part à ce tournant qui doit s'opérer actuellement. Cette prise de conscience écologique se retrouve dans 2 nouvelles spécialités initiées sur le site de Nantes. Parallèlement aux formations classiques de navigants, l'école propose un master dans la gestion des systèmes offshore. En complément, un autre master forme ses futurs ingénieurs à l'éco-gestion des navires pour minimiser leur impact environnemental. Ces 2 filières ont été créées en 2016 avec pour objectif répondre à l'évolution écologique et aux nouvelles réglementations du secteur maritime. Ce sont des métiers d'avenir. On voit bien au niveau des EMR, des énergies marines renouvelables, ce qui se développe actuellement. Et nous avons donc travaillé à essayer de répondre à un besoin identifié au sein du territoire, mais aussi au niveau national. Une vingtaine d'étudiants sont inscrits pour la promotion 2017-2018. L'École nationale supérieure maritime de Nantes souhaite augmenter cet effectif dans les années à venir. Un arrêt qui vaut de l'or. En stoppant ce jet de 7 mètres à 5 secondes de la fin, Cyril Dumoulin a permis hier au H d'engranger un point de plus en Ligue des Champions. Il a surtout permis aux hommes de Thierry-Anti de marquer les esprits face à un ténor du handball européen. Ce genre de rencontres, c'est les rencontres qui nous font grandir, où on apprend encore. On a gagné le respect, je pense, de toutes les équipes de la poule. Et on continue à apprendre. Aujourd'hui, je pense que même le public s'est mis au niveau de la Ligue des Champions et ça, c'est de bon augure pour nous et pour la suite. Pour ce 3e match de poule face au champion d'Allemagne Rhein-Neckar, la Trocardière était électrique. Sur le terrain, malgré 3 absents, les Nantais ont tenu le choc, jamais distancés par les Allemands et finissant par revenir à égalité en fin de match. Bref, le H a encore grandi et la saison ne fait que commencer. On va jouer tous les matchs pour les gagner, on va jouer avec de la réserve. Nous, notre objectif, c'est de se qualifier pour les 8e et on va essayer d'avoir des points partout où on peut en avoir.
Le point qu'on a gagné aujourd'hui, on a beaucoup souffert pour l'obtenir jusqu'à la dernière seconde. Et je crois que ça va quand même nous aider à aborder les matchs suivants. À commencer par un délicat déplacement à Saint-Raphaël en championnat le week-end prochain. Il me reste plus 150 € par mois. 150 €. Alors bien sûr, on arrive en ce moment avec mon épouse, on se dit, pour moi, on prend 17 € par jour pour pouvoir manger, c'est le moment de le dire. Mais on mange quand même. Et je pense que là, il a fait une erreur, je pense. Et avec cette CSG, moi, comment je ferais pour subvenir à tout? Kiné à vie, hospitalisation à vie, j'ai ma carte d'handicapé et tout. Je dis, mais c'est anormal que vous attaquiez aux gens comme ça, c'est anormal. À partir de 1 200 €, mais 1 200 € c'est une misère, c'est une honte, une honte. C'est considérer que tous les retraités sont des gens nantis et friqués, ce qui est loin d'être le cas. Et c'est un mépris pour les anciens. Je fais beaucoup d'économies, je deviens un petit peu anorexique et je me démerde. On a beaucoup de cas de retraités qui nous disent qu'ils vont au secours populaire, qui vont au Resto du Cœur, qui ont abandonné la voiture, voilà. Surtout ceux qui ont des loyers à payer, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu les moyens nécessaires de faire une maison. Et quand il y a un loyer, en général, les loyers c'est cher, ils ont vraiment du mal à s'en tirer, quoi. C'est un bâtiment en forme de boomerang, 2 ans de chantier à l'emplacement de l'ancien parking des salariés. Désormais, les 560 employés sont regroupés dans le même immeuble, quartier Gévrine à La Chapelle-sur-Erdre. C'est pour nous un gain de temps, une facilité d'organisation du travail dans un moment où la transition énergétique nous oblige, avec une montée en puissance de plein d'énergies nouvelles, et 34% d'énergie produite dans cette région est de l'énergie renouvelable, ça montre bien que les choses évoluent. Pour nous, c'est un exercice d'acrobatie plus compliqué. Et si nos équipes sont trop disséminées, ça marche moins bien. Là, on y gagne. En plus, on a fait un bâtiment dont j'espère que vous le trouvez beau. L'endroit est stratégique, accolé au bâtiment historique qui abrite le dispatching de tout le réseau électrique du Grand Ouest. Caméra interdite à l'intérieur. Vous avez effectivement la tour de contrôle de la région ouest où des opérateurs 24 heures sur 24 surveillent le réseau avec donc un ensemble de pupitres qui leur permet non seulement donc de surveiller les flux mais d'agir sur le réseau en cas notamment d'aléas importants. En France métropolitaine, RTE gère 105 000 km de lignes électriques.